Alia, sixième Alia, deuxième partie. Des quatre coins du monde, ils sont revenus sur la terre de leurs aïeux. Rejoignez-nous tous les jours pour découvrir leur histoire. Avec Eve Bocara et Eliana Gurfinkel. Immigration. C'est tous les jours sur Studio Kalita. Bonjour Eliana. Bonjour Eve. C'est toujours un plaisir d'entendre ce générique qui nous emmène bien loin. Voilà. Très très loin. Alors là, on n'est pas si loin que ça. On va continuer à notre traversée des alias du XXe siècle. Mais vous remarquerez quand même, Eve, que ce jingle nous fait penser à une aventure sur les eaux. Et que ce dont on va parler, c'est Elle est parfaite, chose, Eliana. Voilà. Elle est parfaite. Transition magnifique. On s'était arrêté la dernière fois à la Libération. Et on va aujourd'hui, bien sûr, parler de l'épisode de l'Exodus. Épisode tragique, mais moins tragique, j'ai envie de dire. La dernière fois, on avait parlé de ces bateaux qui ont été coulés. Et où toute la population va mourir sur place, alors que ce sont des réfugiés qui arrivent, qui essayent de s'échapper de l'Allemagne nazie, enfin de l'Europe nazie, plutôt, pour être plus précise. Et là, ça va être aussi très tragique, mais beaucoup moins. Alors, on avait parlé de l'Alia Beth, cette alia clandestine des Juifs qui se mettait en place pour contrer le livre blanc des Britanniques qui ne voulaient plus de Juifs en Palestine. Et donc, les sionistes en Israël mettent en place des solutions pour forcer ces blocus anglais. Et une de ces solutions, c'est l'organisation de l'Exodus. Alors, il faut savoir que l'Exodus, c'est un paquebot qui est assez plutôt, c'est pas un paquebot, c'est plutôt un navire de commerce qui est transformé en un paquebot de voyage qui va partir de France donc en direction du port de Sète, exactement, le 11 juillet 1947. Exactement, on a 4500 personnes à bord. Officiellement, le navire s'en va pour la Colombie. Officieusement, tout le monde le sait, le navire... Alors, il s'agit effectivement, il y a des vraies opérations clandestines. Il y a eu de vraies opérations clandestines qui ont été mises en place avant pour faire venir les Juifs. Celle-là, elle n'est pas tout à fait clandestine. On veut forcer les Anglais à autoriser le passage de l'Exodus. Et en plus, il faut savoir qu'à la même période, au même moment, on a en Israël une commission de la Société des Nations, non, c'est plus la Société des Nations, c'est déjà l'ONU, de l'Organisation nationale des Nations Unies, de l'Organisation des Nations Unies, pardon. Et cette commission se balade en Israël pour voir la situation, pour voir dans quel état sont les Juifs et dans quel état sont les Arabes, pour prendre des décisions pour un certain vote qui aura lieu un peu plus tard en 1947, en novembre 1947, le 29 novembre 1947, qui est le vote de partage de la Palestine. Donc pour eux, c'est important de faire ce qu'on appelle un grand coup médiatique. De com, ouais, c'est ça. C'est un coup de ils sont bons, les Juifs. Ils sont bons. Et ils vont réussir. Mais dans ce coup médiatique, il faut quand même dire que, bien qu'il y ait une volonté de faire passer un message, la façon dont les Britanniques vont traiter les Juifs de l'Exodus, comment vous dire, je ne saurais trouver les mots, c'est pas très sympathique. Voilà. Mais du coup, alors on va pas bien sûr s'arrêter trop longtemps sur l'Exodus, mais du coup ça a marché. La communauté internationale s'est intéressée au sort de ces Juifs déjà victimes du nazisme et qui en plus il faut rappeler que quand même on est au début. S'il y a une guerre qui est considérée par les historiens comme le début de la guerre médiatique, c'est la guerre du Vietnam. La guerre du Vietnam, c'est la première fois où on voit presque de façon immédiate, on va découvrir les images de la guerre. Mais quand même, les images de la libération des camps qui avaient été ordonnées par Eisenhower, alors que le président américain de l'époque lui avait dit ne le fais pas. Et Eisenhower, qui était donc le général des armées, lui va tout faire filmer et va prendre des photos. Le poids des images va faire va être très important. Et ensuite, bien entendu, l'histoire de l'Exodus. Et il faut rappeler quand même que l'histoire de l'Exodus, on va encore plus en parler quand, quelques 10 ans plus tard, on va avoir une production hollywoodienne qui va raconter l'histoire de l'Exodus, et le livre de Léon Ouris aussi qui va faire vraiment parler de lui et parler de cette situation quand même un peu folle où on a des réfugiés qui ont tout perdu. On rappelle qu'en 1900... Oui, et c'est pas seulement ça, c'est qu'en 1946, on a des Juifs, par exemple, qui sont retournés vivre dans leur village en Pologne. Il y a eu un pogrom en 1946. Donc voilà.
Alors, donc, on arrive donc en 1947 où l'immigration, légale, faible et clandestine plus importante, a fait passer le nombre de Juifs depuis 1922 de 84 000 en Palestine à 650 000 à la veille de la création de l'État d'Israël en 1948. Alors, je suis obligée de dire un petit truc, je peux me permettre? Je vous en prie, Elena, toujours. On avait parlé dans nos histoires d'Alia, on a parlé à un moment des étudiants, des talmidim du Gra, du Gaon de Vilna. Et on avait raconté que le Gaon de Vilna avait écrit un livre, plutôt c'était une compilation de ses enseignements qui avait été rédigé par ses élèves, qui s'appelle Kol Hator, la voix de la colombe. Et dans son livre Kol Hator, il dit qu'au moment où on aura à nouveau plus de 600 000 juifs qui seront en Israël, cela provoquera une Géoula, une rédemption. Pourquoi ? Puisque la sortie d'Égypte s'est faite elle aussi avec 600 000, à l'époque c'était pas des juifs, mais des enfants d'Israël. Et donc pour beaucoup de personnes, la création de l'État d'Israël en 1948, puisqu'on a 600 000 habitants, c'est un rapport très important. Donc c'était juste une petite... Et ça me permet de faire une autre parenthèse, parlant d'un grand sioniste plus moderne que le Gaon de Vilna, Théodore Herzl, qui lui avait dit que les réservoirs de l'immigration n'étaient pas inépuisables et que l'avenir démographique était lié à la capacité d'accroissement de sa population. Et je le signale à ce moment-là, parce que les Juifs qui vivent en Palestine ont un taux de natalité beaucoup plus important que les Juifs de la diaspora, ce qui permet à ce moment-là de ne pas mourir, quoi. Voilà, d'avoir un accroissement de la population. Alors, il faut aussi rappeler qu'au même moment, dans cette alia, cette alia illégale qu'on appelle l'alia bête, on avait aussi autre chose qui a été mise en place au même moment. C'est ce qu'on appelle la bricha. La bricha, c'est la fuite. C'est en fait c'est des rescapés de la Shoah qui organisent en fait la fuite de toutes ces populations juives. Alors, il faut rappeler que ces populations de réfugiés vont rester des fois pendant des années dans des camps de transit. Des fois, ce sont des anciens camps qui sont transformés en camps de transit. Et le but, c'est de les faire s'échapper et de les emmener en Eretz Israël. Il faut dire aussi qu'ils n'ont pas forcément envie de retourner chez eux, on ne les attend pas. On les attend pas. Les biens ont été spoliés, on n'a pas tellement l'intention ni l'envie de les rendre aux Juifs. Et donc, on a cette organisation de la Bricha où on a des centaines de milliers de réfugiés qui vont marcher à travers les forêts, qui vont qui vont descendre de l'Autriche, descendre en Italie, descendre un peu plus au sud de l'Italie, monter sur un bateau et se retrouver aussi en Eretz Israël, en Palestine. Voilà, exactement. Alors, on va revenir au livre blanc, donc, parce qu'on est toujours, les Anglais sont toujours en poste. Sont toujours là. They are here. Voilà, ils continuent de limiter fortement l'immigration en Palestine. Entre 45 et 48, tout de même 70 000 survivants vont se mettre en route, vont arriver en Eretz Israël. Et là, on a un moment qui est quand même terrible, puisque comme ils essayent d'entrer en Eretz Israël, les Anglais ne vont pas leur laisser cette option. Ils vont donc les prendre et les mettre dans des camps de détention à Chypre. Et il faut dire que ce soit à Chypre ou bien en Eretz Israël, on a aussi le camp d'Atlit. Et c'est un moment qui est très difficile pour ces personnes qui sortent des camps, d'un seul coup de repasser derrière les barreaux, de repasser derrière les fils barbelés, et à nouveau d'être dans des situations de détention. Et c'est aussi quelque chose qui va jouer quelque part ça va jouer au bénéfice de l'image du peuple juif et du futur État d'Israël. Alors, on ne va pas se quitter sur une note joyeuse, mais il faut quand même signaler que dans la guerre d'indépendance qui va arriver et qui va, elle, ouvrir une nouvelle ère pour les Juifs, un tiers des survivants de la Shoah vont tomber dans la guerre d'indépendance de l'État d'Israël. Et on appelle ces gens-là She'erit Hapleta, c'est-à-dire ces survivants des survivants des horreurs nazies. Et il faut savoir que depuis quelques années, il y a une association qui organise, vous savez, le jour du Yom HaZikaron, la veille de Yom HaTzmaut, on commémore tous les soldats qui sont tombés, et toutes ces personnes qui étaient en fait les derniers rescapés de leur famille, les derniers survivants de leur famille, ils arrivent en Eretz Israël, ils se font tuer au moment de la guerre d'indépendance. Et donc il y a cet organisme qui organise des visites sur leur tombe ce jour de Yom HaZikaron, où on va déposer un drapeau, on va prier à leur mémoire et on va raconter leur histoire aussi.
Voilà. Et ben à très bientôt, Eliana. Au revoir. Au revoir. Des quatre coins du monde, ils sont revenus sur la terre de leurs aïeux. Rejoignez-nous tous les jours pour découvrir leur histoire. Avec Eve Bocara, Et Eliana Gurfinkel. Immigration. C'est tous les jours sur Studio Qualita.